Bonjour à toutes, bonjour, merci de nous rejoindre dans votre émission. Bien évidemment, nous sommes dans Lobby for GG consacré aux questions des femmes, bien évidemment, questions de violence faites aux femmes, questions d'émancipation des femmes, parce que nous sommes le 8 mars, vous le savez, c'est la journée internationale des droits des femmes. On en parle ici avec nos différents invités, mais on va lire ces quelques réactions qui sont tombées sur le 657 39 13 13 avant de continuer. Nous avons Elage Ablaye Soirée de Dabompa qui nous écrit bonjour bonjour les grandes gueules. La dame du 27 août s'appelle Saramba Kera. Je me souviens, elle a été invitée un 8 mars au palais pendant la cérémonie et malheureusement, elle n'a pas eu de place pour s'asseoir. Cela a provoqué un petit bruit. Mais ça s'est arrêté là, oui, un message, un témoignage de banalisation justement des personnalités. On va lire cet autre message, que dit-il? Bonjour, bonne fête à toutes les femmes. Est-ce que c'est une fête? On se pose la question à toutes les femmes du monde en général et celles de l'Afrique, de la Guinée en particulier. Merci à vous, Madame Hiro, pour le combat que vous menez pour l'émancipation de la couche féminine guinéenne. Une pensée positive aux femmes qui se lèvent tôt le matin et rentrent tard la nuit pour le bonheur de leur famille. Courage à vous. Vous êtes des héroïnes, vous êtes les meilleures. Merci pour tout, que le bon Dieu vous garde le plus longtemps que possible. Signé Pogba Haba, enfant de Kerema, donc, qui nous envoie ce message. Cet autre qui nous dit bonjour Madiadia, c'est Chérif Téléaba depuis T6. Je dis bonne fête. Tout le monde parle de fête, finalement. C'est pas une fête. Bon, on va faire une mise au point tout à l'heure avec Madame Dramé. Mais il dit quand même, depuis T6, je dis bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde en général et celles de ma Guinée en particulier, sans oublier ma chère maman bien-aimée ainsi que toutes mes sœurs. Bonne journée à vous, mesdames. Et cet autre qui dit bonjour, en ce 8 mars, notre pays doit prendre conscience pour bien avancer, conscient que les femmes constituent plus de 50% de notre population et moins représentées au pouvoir, et vu que plus de 80% des charges de nos foyers leur incombent, sachant qu'elles constituent le moteur du développement. Il est donc impératif de les mettre à leur place pour faire avancer notre planète. Bonne fête. Oui, chère mère, Joseph Baka Sanduno depuis Gekedou qui nous envoie cet autre message. Et cet autre qui dit, voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire à l'antenne. Et on va continuer l'émission ici en studio, bien évidemment. On va parler des statistiques sur les questions de violence faites aux femmes. Mais avant, on va essayer de joindre, avant d'avoir Madame Marie Gomez, on va partir avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour essayer de parler un peu du travail qui est fait. Parce que le travail de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est les organisations de la société civile, c'est les institutions nationales, internationales, les ambassades y compris. Madame Dramé, hier nous étions à ce panel où vous étiez panéliste justement pour parler des questions de violence faites aux femmes, de ces pesanteurs socio-culturelles. Vous étiez avec nous à l'ambassade de Grande-Bretagne. Oui, c'est un thème qui est intéressant, de parler des violences basées sur le genre. C'est un vaste thème, oui. Et certains en parlent sans trop aller dans les détails, alors que c'est un thème qui est extrêmement important parce que ces violences sont quelquefois physiques, mais certaines sont encore plus dévastatrices. Ce sont les violences psychologiques, les violences économiques, les violences sociales qui sont extrêmement dévastatrices, qu'on ne voit pas, mais dont les conséquences sont les plus graves. Et on s'appesantit trop souvent sur ce qui est visible. Donc, je pense que ce genre de panel, de discussion, cette rencontre d'hier, a permis un petit peu de parler de ces violences, mais vous avez vu qu'on s'est focalisé petit à petit vers les violences sexuelles. Oui. Parce que c'est dans notre société, c'est quelque chose qui est longtemps resté tabou. Maintenant, grâce à tout ce travail qui est fait autour, notamment au niveau des médias, eh bien, les gens maintenant osent en parler et c'est une bonne chose. Mais du coup, ça a tendance à occulter les autres violences qui sont là,
qui sont réelles et qui sont quasiment quotidiennes et dont on parle peu. On va revenir à vous, Madame Dramé. Nous allons partir sur le terrain avec l'ambassadeur John Marshall. Il est bien évidemment l'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée. Il est en direct. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, bienvenue dans le Before GG. Nous sommes le 8 mars. Hier, vous aviez organisé cette rencontre à votre résidence pour parler des violences faites aux femmes. De quel constat êtes-vous parti pour appeler les femmes activistes, les hommes, pour parler de ces questions qui assaillent notre société? Bon, merci pour la question. La connexion n'est pas très bonne, mais je pense que peut-être j'ai bien compris. Alors oui, on a organisé un événement hier à l'ambassade, à la veille de la Journée internationale des droits de la femme. Et pour nous, c'est vraiment important de marquer cette journée pour à la fois célébrer tous les efforts des ONG et des autres pour lutter pour les droits de la femme, mais aussi pour redoublant notre engagement pour promouvoir et protéger les droits de la femme. Alors, on a organisé cet événement et c'est vraiment important que nous avons choisi ce thème parce que de nos jours, il y a nombreuses femmes qui ne sont pas en sécurité, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue. Et c'est un fléau, c'est un problème vraiment profondément enraciné qu'il faut adresser. Bien, alors, allez-y, Mariam Boyi, vous avez une question à l'endroit de monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, allô, je peux? Oui, allez-y. C'est quoi votre constat concernant la femme guinéenne en particulier? Quelle est pour vous la situation de la femme guinéenne? Quel constat vous faites des conditions de la femme guinéenne aujourd'hui? Bon, je pense que la connexion est bonne, mais je pense que vous m'avez posé la question quel constat moi je fais de la situation de la femme en Guinée. C'est ça? Effectivement, c'est la question. Très bien, ok. Bon, alors je pense qu'il y a peut-être un progrès qui a été fait, mais il y a aussi un chemin à parcourir. C'est pas seulement le cas pour la Guinée, c'est le cas pour tous nos pays, toutes nos sociétés. Moi, je suis pas là pour dire que les femmes au Royaume-Uni, eux, ils ont le droit, mais quand même, comme je disais, il y a des femmes qui ne sont pas en sécurité, qui sont des victimes de violences. Il y a des mêmes problèmes ici en Guinée. Et ce qui est intéressant dans la discussion que nous avons eue hier, on a parlé du viol, on a parlé du mariage précoce, on a parlé de la violence conjugale, on a parlé des mutilations génitales féminines. Et ce qui est vraiment sorti, c'est la nécessité, ça c'est l'opinion de tous les intervenants guinéens, la nécessité que les agresseurs soient condamnés, que le système judiciaire vraiment poursuit ces cas-là et que les agresseurs, les coupables sont condamnés pour le crime. Et je pense qu'on commence à voir ça en ce qui concerne le viol, mais peut-être pas dans les autres violences sexuelles. Et comme j'ai dit, il y a un chemin à parcourir dans ce sens-là. Il y a un chemin à parcourir dans ce sens. Allez-y, Yvonne, pour votre question. Un chemin à parcourir et de façon concrète, comment
peut-être vous envisagez d'éventuelles solutions justement pour commencer à parcourir ce chemin dont vous parlez? Bon, comme j'ai dit, je pense que c'est important que tout d'abord que ces crimes sont menés devant la justice, qu'il y a des plaintes, et deuxièmement que ces plaintes sont traitées d'une manière appropriée, et que si les individus suspectés de ces crimes-là sont trouvés coupables, que les peines sont aussi appropriées. Parce que c'est important que ceux qui pourraient être agresseurs savent qu'il y a des conséquences pour leurs crimes. Ils peuvent être envoyés en prison pour 15 ans, 20 ans par exemple, et pas seulement pour quelques mois. Il faut qu'il y a des peines sévères. Des offensives pour commettre ce type de crime. Bien. Allez-y, Bilguissa, pour votre question. Monsieur l'ambassadeur, souvent quand on parle de violence basée sur le genre, on pense seulement aux violences sexuelles. Pourquoi cela? C'est dû à quoi? Vous êtes là, monsieur l'ambassadeur, vous nous entendez? Non, j'ai pas entendu la question. Alors, elle disait que généralement, dans l'esprit du grand public, quand on parle de violence basée sur le genre, beaucoup se focalisent sur les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que si on parle de la violence basée sur le genre, on parle de beaucoup de choses, et bien évidemment, c'est pas seulement les femmes et les filles qui sont des victimes, ça peut aussi être des hommes et des enfants, et c'est pas seulement sexuel, comme je dis, il y a aussi la violence conjugale, ça peut être une violence sexuelle, mais ça peut aussi être autre chose. Mais je pense que c'est la même, mon point c'est le même. Même s'il n'y a pas un élément sexuel, il faut que, si ces plaintes deviennent devant la justice, ils sont traités d'une manière responsable, ça va, on espérait encourager les gens de ne pas commettre ces crimes. Bien. Alors, peut-être, monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que au niveau de votre ambassade, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour accompagner les femmes, pour accompagner le combat pour la lutte contre les violences faites aux femmes? C'est par exemple l'organisation de ce genre de rencontres telles que celle d'hier, où les gens peuvent échanger. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que vous partez plus loin? Oui, alors le Royaume-Uni met les femmes et les filles au sein de notre politique de développement, et c'est la même pour l'ambassade au niveau de la Guinée. Nous avons lancé l'année dernière, au niveau global, une nouvelle stratégie qui repose sur 3 piliers. D'abord, promouvoir l'éducation des filles. Deuxièmement, l'autonomisation des femmes. Et troisièmement, ce sujet de mettre fin à la violence basée sur le genre. Alors, à travers un programme que nous appelons notre International Program Fund, nous soutenons la société civile. Cette année, on a soutenu 4 projets. Il y avait un projet qui vise à maintenir les filles à l'école en leur dispensant des cours d'éducation sexuelle et en distribuant des serviettes hygiéniques réutilisables. Il y avait un projet qui se concentre sur la promotion de la santé sexuelle et reproductive des femmes et jeunes filles vivant avec un handicap. Ça, c'est à Forécaria. Et on a aussi un projet dirigé par l'organisation
mondial de la santé pour former les sages-femmes et d'autres professionnels de la santé à une meilleure prise en charge des victimes de mutilations génitales féminines. On vient récemment, il y avait un projet qui est plutôt dans l'autonomisation des femmes et en ce qui concerne les activités génératrices de revenus pour quelques femmes, des groupements de femmes à figurer. Et on vient de clôturer notre appel projet pour cette année. Et dans les semaines qui viennent, on va étudier toutes les propositions que nous avons reçues. J'en suis certain qu'il y aura des projets liés à ces trois piliers, y compris la violence basée sur le genre qu'on va soutenir. Bien, Monsieur John Marshall, ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Bonne journée. Bonne journée à vous. Dans la capitale des agrumes, où se retrouvent beaucoup de personnes, y compris le président de la République, pour faire quoi? Pour parler du 8 mars. Alors, on a écouté, Yvonne, on a écouté Monsieur l'ambassadeur sur l'importance de mener des actions fortes dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, parce que c'est important, comme ce que Mme Bilguissa disait tout de suite. On a tendance à penser que les violences faites aux femmes, on s'appesantit beaucoup sur les violences sexuelles, alors qu'au-delà des violences sexuelles, il y a des violences qui sont banalisées. J'ai envie de donner par exemple un exemple, les violences économiques, parce que c'est quelque chose qui existe. Il y a aussi toutes les violences par rapport à l'état mental de la femme, c'est-à-dire qu'on... Les violences psychologiques, tout à fait. Elle le disait, elles sont plus dévastatrices parce que les violences vous êtes seul, vous ne partagez pas, vous vous torturez intérieurement et quelquefois ça peut pousser à la dépression. Ça pousse à la dépression et le problème c'est qu'on ne prend pas en compte ce genre de choses. Ici, en général, quand on se plaint, on va te dire « Ah, mais une femme est censée être forte. Une femme est discrète sur ses douleurs. » C'est ce qu'on dit la plupart du temps. Ah non, une femme doit être forte. Une femme, elle est forte, c'est-à-dire une femme, c'est comme si on était des robots. On se lève, voilà. Même quand tu pars pour accoucher, on te dit de ne pas crier. On te dit de ne pas crier, alors que c'est quelque chose qui fait... Ah oui oui. Pourtant, ça fait mal. Moi, on m'a dit, ne pleure pas. Et j'ai pleuré de tout. Dans certaines familles, c'est des choses qui se disent où on dit, moi par exemple, et je n'ai pas envie forcément de parler d'ethnie malinké, mais on m'a dit, au moment où j'allais accoucher, Ibake wala, ite gbele là, ite kasila. Musoya makunale, wele musoya. Je me suis dit, mais à quel moment ma valeur de femme... C'est-à-dire, je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas malinké, une femme, quand tu vas aller pour accoucher, tu vas rester sage, tu ne vas pas crier, tu vas pouvoir gérer ta douleur. Voilà, et en gros, je me suis dit, mais à quel moment ça fait... de moi, c'est nous qui sommes forts dans ça aussi. C'est là-bas où on te dit non, tu dois être sage, donc tu cries pas, tu fais rien. C'est nous, on gère ça, on crie pas. Ou par exemple, on va dire à une femme qui a fait une césarienne, ah non, toi tu n'as pas accouché. Mais à quel moment oui, moi, pas les douleurs de l'accouchement. Moi, par exemple, j'ai fait une césarienne et 2 accouchements par voie basse. Je peux le dire haut et fort, la césarienne fait 10 000 fois plus mal qu'un accouchement normal. Mais on te fait de la chirurgie. Voilà, c'est ça, on ouvre la chair, mais les gens te disent, ah non, tu n'as pas accouché. Tu n'as pas souffert. Tu n'as pas souffert, mais où on te taxe de paresseuse. Parce que pour telle ou telle raison, tu n'as pas voulu pousser. C'est ce qu'on dit. Voici des formes de violence. Dans l'imaginaire. Et c'est très violent, en fait. Parce que tu te demandes, en tant que personne, tu te dis, est-ce que c'est ce qui me définit en tant que femme? Parce que j'ai eu une césarienne, est-ce que ça veut dire que je suis moins méritante que la dame qui a accouché par voie basse? Est-ce que ça veut dire que je serais une mauvaise maman parce que j'ai pas forcément ressenti les contractions? Et c'est très très violent parce qu'on se pose des questions, mais encore une fois on se pose des questions auxquelles on ne peut pas avoir de réponse, parce que chaque fois qu'on pose la question à un tiers, la personne est dans le jugement en se disant, mais à quel moment, pourquoi tu
Non, ça veut dire il faut arrêter de poser ce genre de questions. En posant ce genre de questions, tu montres que tu es faible, tu n'es pas stable. Non, une femme, elle est censée être forte. On t'a posé ce genre de questions, c'est légitime. Et ça fait très mal en tant que femme. Oui, parce qu'on se remet en cause. Dramé. Oui, vous touchez là à un point très important. Ce sont les pesanteurs socioculturelles qu'on finit par intégrer. Oui, bien sûr. D'accord? Si on vous dit de ne pas pleurer ou de ne pas crier, vous estimez à force que vous n'avez pas le droit de pleurer ou de crier. Pour vous aussi, ça devient une normalité. Et c'est pour ça que quand on me pose quelquefois la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les violences basées sur le genre, je dis qu'à mon sens, il y a deux points fondamentaux. Le premier point, il faut que les femmes apprennent ce que c'est que leurs droits. Parce que quand vous faites des formations comme on les fait au niveau de Fitima, je suis toujours effarée par le manque d'informations sur les droits des femmes. Tout le monde en parle. Oui. Beaucoup les ignorent. Mais quasiment la plupart des gens les ignorent, y compris les femmes, surtout les femmes. Surtout les femmes. Donc le premier point, c'est déjà de former les femmes sur leurs droits, de les informer. Et là, les médias doivent jouer aussi leur rôle. L'État doit jouer son rôle, que les médias d'État, je ne dis pas la partie culturelle, c'est très bien, comme montre la culture guinéenne et tout. Mais pourquoi il n'y a pas cette place faite pour l'information des femmes sur leurs droits? C'est tellement important, parce que quand vous connaissez vos droits, mais vous êtes armé. Vous êtes déjà armé. Et il vaut mieux se battre avec ses propres armes que d'attendre que d'autres le fassent pour vous. Donc le premier point, c'est celui-là. Le deuxième, c'est un combat personnel que chacun doit avoir avec soi-même. C'est-à-dire comment faire pour surmonter ces pesanteurs socioculturelles qui font que on finit même par intégrer presque dans nos gènes que nous sommes inférieurs, qu'on ne peut pas faire grand-chose, qu'on doit toujours être derrière quelqu'un pour exister, Donc ça, c'est un combat qu'on doit mener contre nous-mêmes. Et ça demande du temps, mais c'est tout à fait possible. Et enfin, un troisième point, c'est, on en a monsieur l'ambassadeur en a parlé, parce qu'on en a parlé hier, c'est la question de l'impunité. C'est la question de l'impunité qui est la plaie de notre pays. Et du coup, les femmes, même quand elles sont victimes de violences, elles se disent, mais à quoi bon me plaindre? À quoi bon aller chercher justice? Puisque de toute façon, je n'aurai pas justice. De toute façon. Donc, c'est un ensemble, en fait. Les chantiers sont grands, mais il faut quand même les attaquer petit à petit. Il y a ce qu'on peut faire à notre niveau. Il y a ce qui doit être fait par l'État. Et il y a tout ce combat qu'on doit mener au niveau des pesanteurs socioculturels et de l'information des femmes. C'est vraiment important. Je pense que si on attaque ces trois angles-là, je ne dis pas qu'on ne parlera pas des VBG, on en parle partout, dans tout le monde, dans le monde entier. Mais on diminuera quand même cette sensation d'insécurité qu'il y a aujourd'hui, cette souffrance des femmes. Et est-ce que j'ai le temps de donner juste un petit exemple? Ça s'est passé la semaine dernière. Je reçois un coup de fil vers 9h le matin d'une femme. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai compris qu'elle était dans la désespérance. Elle m'a dit, on m'a donné votre numéro de téléphone. J'ai rencontré un monsieur dans une rencontre familiale qui a eu à Mamou. Et il a vu mon enfant et il m'a donné votre numéro de téléphone. Et à sa voix, j'ai compris qu'elle était désespérée. Et j'ai changé, moi, mon programme. Je lui ai dit, où êtes-vous? Elle m'a dit, je suis à Bessia. J'ai dit, prenez un taxi, venez me retrouver au bureau. Elle est venue. Et elle arrive avec son petit garçon qui a 18 mois à peu près. Dès qu'elle est rentrée, elle s'est installée. Ses larmes ont commencé à couler. Et je l'ai laissé pleurer. Je l'ai même encouragée à pleurer parce que c'est important. C'était ce trop-plein-là. Une femme ne doit pas pleurer. Une femme doit être forte, etc. Je lui ai dit, j'ai sorti le paquet de mouchoirs, j'ai dit, et un verre d'eau, et j'ai dit, bon, vas-y, pleure tant que tu veux, c'est ton droit. J'ai commencé par lui dire ça. Et je peux vous dire qu'elle a pleuré pendant plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes. Quand elle a fini,
quand elle s'est calmée, je me suis installée en face d'elle et je l'ai écoutée. Et c'est important que les femmes aient des endroits pour être écoutées. Parce qu'elles ne sont pas écoutées. Elles ne sont pas audibles parce qu'elles ne sont pas écoutées. Bien. Donc c'est important. On va revenir sur l'écoute, Madame Dramé. Excusez-moi de vous interrompre, mais nous allons repartir sur le terrain. Nous avons au bout du fil Madame Marie Gomez. Elle est la directrice générale de l'OPROGEM. Malheureusement, on l'a perdue. On va la rappeler et donc on continue avec vous. D'accord, je vais faire vite sur cette histoire triste. Le fait de pouvoir écouter. Qui résume vraiment les violences basées sur le genre. Donc voilà une jeune femme qui a été mariée, qui était à l'école, qu'on a sortie de l'école pour qu'elle soit mariée. Elle a eu un petit garçon. Elle est allée accoucher dans un centre de santé, à l'hôpital, donc dans un centre de santé. Là, elle a subi des violences de la part des sages-femmes. Donc, souffrance fœtale. Le cerveau a été touché, donc l'enfant naît avec un handicap. Un handicap assez lourd. Voyez-vous la chaîne de violence. Elle a ce bébé, elle s'accroche au bébé, elle essaie de s'en occuper. Elle m'a dit, quand elle va dans les réunions familiales, il y a d'autres enfants. Eh bien, la famille, tout le monde se précipite vers les autres enfants et personne ne s'approche. Vous voyez la violence à ce niveau-là? Elle est mise au banc de la complètement. Société. Et elle m'a dit, c'est mon premier enfant. Je me suis dit, je vais en avoir. Elle a dit à son compagnon, je voudrais en avoir un autre. Il lui a dit, mais non, ma cocotte. Parce que... Pas question que puisque tu ne peux pas faire d'enfant. J'aime pas le terme normal. Un enfant valide. Eh bien, tant pis pour toi. En tout cas, tu n'auras pas d'autres enfants. Une autre forme de violence. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, pour terminer, elle est là, elle travaille, elle avait un boulot, elle est obligée d'abandonner le boulot pour s'occuper de l'enfant. Et elle venait demander secours. Vous voyez un petit peu... Et la chaîne de violence. C'est banalisé. C'est une chaîne de violence. La banalisation de la violence. On va y revenir dans un instant. Madame Marie Gomez est en direct. Bonjour, Madame Gomez. Bonjour, Madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y, Mariam, pour la première question. Vous connaissez Madame Marie Gomez. Elle est la directrice générale de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Bonjour, Madame. Comment vous allez? Ça va, merci, Madame. Alors, vous êtes la directrice générale de l'OPROGEM. Dites-nous aujourd'hui, c'est quoi les statistiques que vous possédez à votre niveau concernant surtout les cas de viol en Guinée? Allô, Madame Gomez, vous êtes là? Je pense que Mohamed va essayer. Vous êtes là? Alors, Mariam posait la question des statistiques à votre niveau sur les questions de viol. Je voudrais que vous partiez du global, du général au particulier. C'est quoi la situation des violences? Parce que vous en recevez des violences de tous ordres, il faut le dire. C'est quoi la situation aujourd'hui, Madame Marie Gomez? Oui, merci beaucoup, Madame, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur les antennes de GG ce matin. Et comme vous le savez, nous gérons les violences basées sur le genre. Et les dernières statistiques pour l'année 2023, c'est 205 cas de viol que nous avons eu à gérer. Et comme vous le savez, la manière dont nous travaillons, nous faisons la collecte des données par trimestre. Donc nous avons commencé pour le mois de janvier et février, et comme c'est le mois de mars, le mois de mars constitue le trimestre de l'année 2024. Nous avons commencé la collecte, mais nous n'avons pas terminé encore parce que le mois vient d'être entamé. Bien, alors généralement vous recevez, comme je le disais, des violences de tout genre, pas que des violences sexuelles, vous recevez des cas de traite des personnes, vous recevez des cas de violence conjugale. Comment se passent les choses? Parce que nous, ici en studio, on en parlait tout à l'heure, le plus gros problème de la Guinée, c'est l'impunité. Est-ce qu'il arrive que quand vous avez des dossiers, est-ce qu'il y a des trafics d'influence, des pesanteurs qui essaient de vous dessaisir des dossiers, de vous amener à mettre les gens ensemble pour régler les problèmes à l'amiable?
Oui, comme vous le dites tout à l'heure, nous recevons pas mal de dossiers liés aux violences basées sur le genre, surtout les violences sexuelles, les abus sexuels. Mais les abus sexuels, généralement, c'est sur les mineurs, des personnes qui n'ont pas atteint leur majorité. Alors là, le problème que nous avons à ce niveau, souvent les parents viennent à chaud lorsque la victime est dans tout son état, après l'avoir retiré à la médecine légale. Nous sommes prêts à déférer le dossier. Immédiatement, c'est les parents qui reviennent encore pour demander, pour plaider, afin que le dossier soit réglé à l'amiable à la maison. Mais comme chez nous, nous savons que le désistement n'éteint pas l'action publique, c'est des trucs que nous n'acceptons pratiquement pas chez nous, dans d'autres maisons. Ça, c'est au niveau des violences sexuelles. Pour ce qui est des violences conjugales, il y a beaucoup de personnes beaucoup de couples qui sont orientés chez nous par rapport aux violences conjugales. Et lorsque nous voyons que vraiment ça dégénère, nous formalisons le dossier pour envoyer au parquet parce que nous ne sommes pas tenus au résultat. Nous sommes des agents chargés de l'application de la loi. Pour constater les infractions à la loi pénale, nous réunissons les preuves, nous arrêtons les auteurs, comme vous le savez. Nous n'avons pas un droit de regard de ce que la justice fait. Et quand nous finissons de réunir toutes ces preuves, nous envoyons le dossier au parquet compétent. Bien. Et les difficultés que nous avons aussi, c'est l'implication des élus locaux. Pas une difficulté, mais ils nous aident. Par contre, il y a les élus locaux qui jouent un rôle très important. Je prends l'exemple du chef de quartier de Bessia. Il y a d'autres chefs de quartier aussi qui agissent. Dès qu'ils voient un enfant subir une maltraitance, immédiatement, c'est le chef de quartier lui-même qui prend l'enfant pour le conduire jusqu'à le prochain. Et quand c'est des cas de violence conjugale, le chef de quartier aussi s'y met. Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, nous vous entendons. Voilà. Donc, il y a des chefs de quartier qui jouent vraiment un rôle important tout en s'impliquant personnellement pour ces cas. Ils ne peuvent pas gérer à l'interne là-bas au niveau du quartier, mais plutôt ils viennent avec ces personnes chez nous, ils les conduisent chez nous pour que le problème soit réglé. Et quand c'est pénal, nous ne badinons pas là-dessus, on envoie au parquet. Voilà bien. Comment nous essayons de gérer les différents cas dont nous sommes saisis. Bien, Bilgissa, allez-y pour votre question. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, souvent vous parlez de règlement à l'amiable. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui continue de pousser les gens à faire de la violence? Parce que si les choses restent sans être punies, ça peut pousser quand même. Une violence conjugale, là où on voit que vraiment la personne a été violentée, on ne règle jamais à l'amiable. On envoie le dossier. Même si c'est un couple, on envoie au parquet. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, que nous ne sommes pas tenus au résultat. Lorsque le couple vient, nous les envoyons au parquet. Pas seulement ça, il y a même autour de la garde des enfants. Quand les couples sont séparés, il y a papa qui veut avoir la garde des enfants. La maman aussi veut avoir la garde des enfants. Mais le code nous dit que c'est pour l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il faut voir. Et même ça, nous leur signifions la chose, ce que le code nous demande de faire. Nous envoyons le couple et les enfants au parquet, au tribunal pour enfants. C'est au tribunal pour enfants de confier la garde de l'enfant à qui de droit. Bien. Madame Marie Gomez, directrice générale de l'OPROGEM. L'autre invité veut poser une question à notre invité. Allez-y, Madame Dramé. Bonjour, Madame Gomez. Bonjour, Madame. Bien. Donc, vous avez bien expliqué la procédure jusqu'à votre niveau. Mais là où le bas blesse, c'est une fois que les dossiers sont déférés. C'est là que l'impunité joue, c'est là que justice n'est pas rendue. Et c'est ce qui entraîne la récidive. Et l'impunité, c'est la plaie. Donc, même si vous faites votre boulot correctement, jusqu'à ce que ça arrive au niveau du parquet, pourquoi, à votre avis, il n'y a pas suffisamment de condamnation? Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas suffisamment de condamnation? C'est la question qu'on se pose.
Et pour cela, madame, je ne saurais répondre à cette question, je l'ai dit à l'entame de mon intervention. Nous sommes des agents chargés de l'application de la loi. Chacun dans son domaine d'intervention a une mission bien définie. Je n'ai pas un droit de regard sur ce que la justice fait. Par exemple, je ne peux pas aller demander à un procureur où il en est pour l'évolution de tel ou de tel dossier. Mais par contre, nous travaillons avec les ONG. Parce qu'il y a les ONG qui font un accompagnement juridique et judiciaire des différents dossiers gérés. Tel que Madame Moussaïro, nous travaillons souvent avec elle. L'accompagnement juridique et judiciaire, eux, ils ont plein droit, ces ONG ont plein droit d'aller demander ou d'aller répliquer dans un parquet pour l'évolution de tel ou de tel dossier. Mais nous, on ne peut pas le faire. Tant qu'OPJ, bien évidemment. Allez-y, Yvonne, peut-être dernière question. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire, vous nous avez fait comprendre tout à l'heure que des fois, il y a des familles qui venaient à chaud pour telle ou telle violence, que ce soit une violence sexuelle ou une violence conjugale. Donc, quand ce ne sont pas les familles, est-ce que vous avez des moyens, par exemple, pour vous rendre compte que dans tel ou tel quartier, il y a un cas qui est passé c'est-à-dire qui est passé sans trop de bruit. Comment est-ce que vous avez des moyens pour être au courant de ce qui se passe dans les quartiers, dans les communes, ou vous attendez tout simplement qu'on vous interpelle par rapport à tel ou tel cas? Vous savez, avec les différentes sensibilisations que en particulier font, et nous-mêmes ce que nous faisons, les gens sont conscientisés. Dès qu'il y a un cas de viol dans un quartier, la dénonciation est là. C'est pourquoi actuellement on dit qu'il y a beaucoup plus de viols. Non, c'est pas parce qu'il y a plus de viols, c'est parce qu'il y a plus de dénonciation. Les gens ont le courage de venir dénoncer dans nos différents services de sécurité, que ce soit à la gendarmerie nationale, que ce soit à la police nationale. Les gens viennent, ils ont le courage. Nous ne vivons pas avec les gens dans le quartier. Nous sommes dans les bureaux. Mais le plus souvent, et les gens viennent chez nous où on nous appelle par anonymat pour dire « Madame, s'il vous plaît, dans ce quartier-là, à tel endroit, il y a eu viol, ils veulent étouffer à l'amiable et essayer de réagir. » C'est comme le cas des mariages précoces. Tout dernièrement, il y a eu un mariage précoce à Baïlo-Baya. Mais nous avons été informés à l'anonymat et nous avons réagi par rapport à une fille âgée de 13 ans. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Vous êtes face à ce genre de cas, par exemple, au cas de la jeune fille de Baïlo-Baya. Est-ce que vous travaillez avec, bon, je ne sais pas si je peux dire psychologue, est-ce que vous avez des gens dans vos équipes qui arrivent à parler aux victimes et à essayer de comprendre leur état psychologique? Bon, nous travaillons avec Dr Barry, le psychologue, le seul psychologue de la Guinée qui actuellement est en train de former d'autres aussi. Nous travaillons souvent avec lui dans ce cadre. Docteur Chérif. En fait, bon, je ne réponds pas à sa place, mais c'est une synergie d'action. C'est pas généralement, c'est les organisations qui prennent en charge l'assistance psychosociale à accompagner les victimes. Allô, Madame Gomez, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui, je n'ai pas suivi la question. Elle parlait de l'assistance psychosociale. Est-ce qu'au niveau de vos équipes, vous avez des gens, par exemple, qui ont la possibilité ou bien qui sont formés à l'écoute des victimes qui viennent souvent avec un certain traumatisme? Oui, nous sommes en partenariat privilégié avec le ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Ils ont des TFR, des travailleurs sociaux qui travaillent avec nous. Autant nous sommes déployés à l'intérieur du pays, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Au niveau de l'action sociale et plus particulièrement la Direction nationale de l'enfance, ils ont aussi des assistants sociaux qui sont déployés un peu partout. Donc dès que nous avons un cas comme ça, nous essayons de rentrer en contact avec l'assistant social, par exemple, de Kaloum. Si la personne habite à Kaloum ou la victime habite à Kaloum, nous rentrons en contact avec... nous avons un répertoire de toutes ces personnes
les assistants sociaux, nous rentrons en contact avec la personne qui vient à côté pour assister la victime à côté de nous. Parce qu'eux aussi, ils ont reçu des formations spécifiques par rapport à ces questions. Bien. Une dernière question peut-être avant de vous laisser. C'est une question sensible, c'est une question d'actualité. Nous parlions de Ami Conté, cette jeune journaliste qui est au cœur des débats en ce moment à Conakry, qui a été auditionnée chez vous. Au niveau de votre département, nous apprenons que le dossier doit être déféré aujourd'hui. Qu'en est-il? Oui, comme vous le savez, pour des raisons professionnelles, pour la confidentialité à travers l'article 8 du Code de procédure pénale, je ne peux pas dévoiler le contenu de cette procédure à l'antenne. On ne parle pas du contenu de la procédure, mais du déferment du dossier. Le déferment sera fait aujourd'hui. Bien, Madame Marie Gomez, dans cette lutte, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez? Parce que quelquefois, les organisations nous font comprendre qu'il y a des cas qui viennent où on demande, par exemple, le transport, où vous n'avez pas de possibilité d'effectuer le déplacement. Est-ce que vous avez un appel, par exemple, à lancer dans ce cadre-là? Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Ça, vous avez marché sur ma langue. Nous avons des difficultés dans ce sens. Nous n'avons pas un engin roulant. Le seul engin roulant que nous avons est immobilisé il y a des mois. Donc nous avons vraiment des difficultés dans ce sens. Parfois, nous utilisons les taxis pour pouvoir amener même les différents présumés auteurs dans les différents parquets. Bien. En tout cas, bon courage à vous. J'espère que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Marie Gomez. C'est à moi de vous remercier. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde entier et particulièrement aux femmes de la Guinée. Bonne Bien. fête. Merci à vous. On revient en studio. On était en train de parler du silence, mais c'est important de revenir sur le 8 mars. C'est une fête. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre, Madame Dramé? Mais c'est la question que je pose tous les 8 mars. Qu'est-ce qu'on célèbre? Vraiment. C'est censé être la journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes. Alors, je me dis que tous les 8 mars, on devrait se dire, Faire un bilan. pour le 8 mars prochain, nous allons nous attaquer à tel problème et nous reviendrons vers vous dans un an avec tel résultat. Avec tel résultat. Or, ce n'est jamais fait. Ce qui fait que on va mettre les pagnes, les femmes vont danser et elles vont retourner dans leur misère. Qu'est-ce qu'il y a à célébrer aujourd'hui? Quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à célébrer. Et pourquoi on ne se donnerait pas vraiment, mais je parle de femmes même, quoi, là, en l'occurrence, se dire cette année, 2024 par exemple, le 8 mars, on décide qu'on va mettre le paquet sur les violences basées sur le genre. On peut le décider et mettre ensemble tous les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. Chacun essaye de faire Synergie ce qu'il peut dans son coin. C'est pour ça que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais on pourrait dire, voilà, une cause nationale, violence basée sur le genre. Voilà l'état des lieux avec de vrais chiffres, avec des de vraies statistiques et mettre des gens compétents là-dessus. Je parle bien de compétences. Mettre des gens compétents là-dessus et se mettre au travail et engager des actions, des activités pour que un an plus tard, on puisse revenir dire on avait 20%, on est aujourd'hui à 18%, bravo, là on peut célébrer. Mais aujourd'hui, moi je ne vois absolument pas matière à célébration. Il y a cette difficulté aussi quand le PROGEM, le service qui est censé aller mettre la main sur de présumés auteurs de violence ne peut pas le faire parce que par manque d'équipement, ça suscite quand même des interrogations par rapport à l'engagement de l'État dans la lutte. Allez-y, ce sont vraiment des incongruités là. Un service, ce service-là, si vraiment il y a une volonté politique de lutter contre les violences, eh bien ce service devrait être au top, quand je dis au top de l'équipement, au top au niveau des personnes qui sont recrutées dans ce service. Pour leur formation. Et leurs compétences. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si effectivement, dès que vous les appelez, ils vous disent on n'a pas
Est-ce que vous avez notre transport? Le transport. Vous faites quoi? Vous êtes victime. Vous êtes dans votre état de victime. De choc, ouais. Et on vous demande de l'argent. De l'argent. Ça Comment voulez-vous, après, régler un problème? Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une violence sur une violence. C'est une violence sur une violence qui fait tout simplement qu'on se dit, bon, en fait, finalement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine Bien. de les appeler. C'est pas la peine et c'est justement le combat que nous voulons mener. Nous voulons poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la donne? À venir dans votre émission, Malado Kaba, ancienne ministre de l'économie et des finances consultante, nous allons évoquer avec elle tous ces sujets, la présence des femmes sur le paysage sociopolitique de la Guinée. Qu'en est-il réellement? C'est dans 10 minutes sur Espace TV.